Bonjour, aujourd'hui nous recevons Manu Reynaud. Bonjour. Alors Manu Reynaud, on ne le présente plus à Montpellier, je vais quand même en profiter pour le faire connaître à ceux qui ne le connaissent pas. Donc, porte-parole du groupe Les Verts, ELV Les Verts, c'est à Montpellier, on dit à Montpellier, 43 ans, fils de magistrat, entrepreneur dans le web, né à Montpellier, militant vert depuis 2001. Avant, il était au MJS. Absolument. Jamais élu. Officiellement, c'est lui le patron des Verts, surtout en termes de visibilité. C'est le plus actif. Enfin, c'est ce qui se dit. Hein, oui, alors un patron, chez nous, ça se dit pas trop. Il n'y a pas de patron. Non, mais c'est moi qui le dis. Il y a des coordinateurs. C'est moi qui le dis. D'accord. Donc, alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il n'est pas dans le boule écolo. Vous voyez, il dénote. Jugez-en, bon, en fait, un écologiste, vous l'imaginez avec une pipe sur le Larzac, voilà, en train d'élever des chèvres. Lui, il organise des événements, il a organisé des soirées étudiantes, 3000 personnes, ça lui fait pas peur. Il aime la disco, la dance et la techno. Il est passionné par les nouvelles technologies. Il n'aime pas les légumes. Voilà, il veut monter un comité de faucheurs volontaires de légumes. Alors, principalement de fenouil, hein, mais bon. Principalement de fenouil, ouais. Voilà. Et de céleri rave. Voilà, et pour continuer, il n'aime pas les films d'auteur. Et ensuite, sa dernière trouvaille, c'est un morceau qu'il adore, c'est Jésus est né en Provence. Est-ce que vous pouvez nous chanter ? Ah, c'est difficile, quoi. Avec la chanson, les paroles sont magnifiques. C'est une chanson de Robert Miras. C'est un artiste méconnu. Moi, je l'ai découvert sur une émission de Radio Aviva qui passait des sélections superbes d'artistes extrêmement originaux. Et je pense qu'on le chante avec des copains depuis 15 ans. C'est devenu un hymne parce que Jésus est né en Provence. C'est quand même extraordinaire. Il faut vraiment l'écouter. Voilà, donc merci d'être là. Merci. Donc à la une du 796, on arrive bientôt au 800, vous vous rendez compte, hein, on a beaucoup ramé pour arriver jusque-là, mais on y est arrivé. À la une, l'échec du transfert de compétences. Alors l'échec, c'est un petit peu peut-être surjoué, mais c'est vrai qu'il y a des gros problèmes dans le transfert des compétences sur la métropole, sur les coûts, sur les attributions. Il y a certaines mairies qui ne sont pas contentes, voilà. Donc on fait un dossier là-dessus, sur ce gros dossier de transfert des compétences de la métropole à la mairie ou vice-versa. Voilà. Ensuite, en page intérieure, on revient sur la France insoumise et l'affaire Le Néouanic qui révèle un malaise profond et un dossier sur les écolos du Clapas. Serait-il devenu audible ? C'est la question qu'on pose et on essaye d'y amener une réponse. J'espère qu'elle est positive. Hein. Enfin, vous verrez. Hein. Il faut attendre mercredi. Et on revient là sur Karim Maouj qui est dans le viseur sur les réseaux sociaux, Dubost qui ouvre sa permanence et un coup de gueule, une élue PS qui est chassée dans les Hauts-Cantons. C'est le PS en fait qui fait la chasse à ses adhérents. Voilà, s'il les retrouve, c'est bien. Du croustillant, comme d'habitude, dans la glorieuse. Alors Manu, pourquoi Manu ? Ah, c'est le diminutif d'Emmanuel, hein, parce que alors ça n'a rien à voir avec le président de la République et d'avoir caché mon prénom. Non, je me suis toujours présenté au nom de Manu, en fait, tout simplement parce qu'il y a une seule personne qui m'appelle Emmanuel, c'est ma mère. Voilà, donc Emmanuel, vous n'en êtes pas fier, quoi. Non, je ne suis pas fier, on m'a toujours appelé Manu, et donc c'est mon prénom d'usage, et c'est vraiment le prénom qu'on utilise et auquel je réponds, quoi. D'accord. Quelles sont vos relations avec Jean-Louis Romégas ? Très bonne, on se voit, on discute, on débat. J'ai travaillé avec lui, même pour lui, pendant 8 ans à la mairie de Montpellier, puisque j'étais collaborateur du groupe quand il était adjoint au maire de Georges Frêche. Donc on a fait beaucoup de choses ensemble. J'ai été secrétaire régional et son directeur de campagne à plusieurs élections, notamment au régional en 2010, notamment au municipal en 2008. Donc c'est quelqu'un que je connais très bien. On vous dit pragmatique, est-ce que c'est possible chez les Verts ? Ouais, mais vous savez pas comment les écolos ils sont pragmatiques. En fait, les écolos, c'est un synonyme de pragmatique. Il n'y a pas plus pragmatique qu'un écolo. Après, sur la politique, des fois, vous pouvez nous trouver brouillon, vous pouvez nous trouver plein de choses, mais vous ne pouvez pas dire qu'on n'est pas pragmatique. Bon, alors, première, vous avez pris une claque aux législatives, il y avait quand même pas mal d'élus verts à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'était un bon plan de gouverner avec Hollande ? Ça, il faudra revenir sur le quinquennat précédent, on aurait beaucoup à en dire. Je pense que sur les résultats, en termes de score, évidemment, les élections nationales et les élections législatives ne sont pas des élections pour nous, il faut être honnête. Les députés qu'on a réussi à avoir et à avoir le premier groupe à l'Assemblée nationale en 2002, avec un accord avec le PS, et d'ailleurs pas avec Hollande, avec Martine Aubry, qui avait fait cet accord avant que François Hollande soit désigné candidat,
on a réussi à avoir un groupe en accord avec le PS. Quant aux résultats sur le vote global hors cet accord, ils sont conformes cette année comme il était en 2012. Est-ce que les écologistes ne sont pas faits pour être dans l'opposition ? Non, les écologistes sont faits pour être dans des majorités, exercer des responsabilités. En plus, il y a vraiment une différence fondamentale entre les élections nationales et les élections locales. Et les élections européennes. Vous voyez, les élections européennes, c'est des élections où on compte et où on sait faire. Il y a des élections régionales où on compte, où on sait faire. Aujourd'hui, c'est les élus verts qui permettent d'avoir une majorité à Carole Delga au conseil régional. Et c'est des choses qu'on sait faire. À la mairie de Montpellier, ça a été le cas. Et je vais vous dire une dernière chose. C'est que je pense qu'on a les électeurs les plus intelligents qui existent des partis politiques. C'est tout simple à comprendre. C'est que quand ils savent que ça sert à quelque chose, ils votent pour nous. Et c'est vrai pour les européennes, les municipales ou les régionales. Et quand ils savent que ça ne sert à rien, comme les présidentielles, eh ben, ils ne votent pas pour nous, ils nous mettent à 2%. Oui, mais attendez, vous me parlez de grands projets locaux, mais le grand projet de Montpellier, c'est l'usine de méthanisation. Et ça a été un gâchis, un échec. Alors, sur l'usine de méthanisation, je pense que Georges Frêche a beaucoup agi. On peut revenir sur l'histoire, parce que pour le coup... Non, on ne va pas refaire l'histoire, mais aujourd'hui, il a fallu qu'on rajoute. Aujourd'hui, il y a eu une erreur. Ça a coûté un fric. Il y a eu plusieurs erreurs. La première, ça marche toujours pas. La première erreur, elle a été faite par Georges Frêche, parce que la volonté au départ de Nicole Stan, qui était l'élu en charge de toutes ces questions-là, c'était de mettre 3 unités de méthanisation, pour que ces unités soient petites ou de taille moyenne, et à 3 endroits du territoire. Et c'est Georges Frêche qui, pour des questions uniquement de politique politicienne, a imposé une grosse unité. Et on a vu tous les problèmes qui ont suscité là-dessus. Mais c'était vraiment une pensée, un concept fréchiste qui était on met du gros, concept issu des années 70. Vous avez la même chose avec Maïra et l'usine d'assainissement. C'est on veut du gros qui fait pour toute l'agglo et pour toute la métropole. Mais c'est pas comme ça qu'on traite les déchets. Les déchets, il faut les traiter au plus proche des habitants. Et puis surtout, l'erreur monumentale de cette usine, c'est qu'il n'y a pas de tri à Montpellier. On peut faire ce qu'on veut, il n'y a pas de tri. Et on ne pouvait pas le penser à l'avance, ça ? Mais on l'a pensé, mais vous savez, il y a un truc, ça c'est des politiques publiques. Et quand on fait des politiques publiques, si derrière il n'y a pas des élus pour rappeler aux services et voter des budgets, pour leur dire qu'à un moment donné, le tri on va le faire et on va aider les habitants à le faire. Parce qu'il ne s'agit pas de mettre des poubelles de différentes couleurs. Il faut que derrière il y ait de la pédagogie. Et puis derrière, il faut qu'il y ait aussi un peu plus que de la pédagogie. Il faut aussi à un moment donné rappeler les règles. Et là-dessus, en plus, par rapport aux étrangers, vous savez, qui viennent en vacances en France, Dieu merci, ils sont nombreux, on a beaucoup de touristes à Montpellier, ils sont toujours assez étonnés parce qu'on fait peu le tri, on le fait mal. Oui, ça c'est sûr. Hein. Mais si vous mettez de la politique là-dedans, je peux vous assurer, alors j'ai retrouvé notre programme de 2008, la dernière fois où on a été candidat aux élections avec les Verts, c'est écrit noir sur blanc. Nous, on proposait quelque chose qui existe ailleurs, hein. Là pour le coup on n'a rien inventé, c'est 2 choses, une redevance proportionnelle au poids des déchets produits. Vous savez, c'est ce qu'on appelle la pesée. On paye en fonction des déchets produits. Puis on avait proposé une autre chose, alors ça c'est pour la propreté, c'est de mettre en place un système de pneumatiques pour le centre-ville, pour qu'il n'y ait plus tous ces sacs poubelles partout. En fait, l'association écologiste Georges Frêche à l'époque, ils ont construit une usine qui a coûté une blinde, et qui est basée sur un précepte en fait, qu'il y aurait dû y avoir du tri, et il n'y a jamais eu de tri. C'est la base, il n'y en a pas assez, il y en a, mais il n'y en a pas assez. Il y en a très peu. Il y en a très peu. Bon, enfin... revenons à l'actualité. Donc on est à 4 ans là, du mandat du maire actuel, là, de Philippe Sorel, et vous sortez du bois. Pourquoi un si long silence ? Silence, il y a toujours eu des écolos. On avait des élus, Jean-Gros Mégas qui était député pendant 6 ans. On a l'impression qu'on ne vous a pas entendu pendant 4 ans. On n'a peut-être pas été assez audible. On va faire en sorte de l'être et de rattraper le retard. Mais en l'occurrence, oui, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant besoin d'écologie à Montpellier. On a pris en 4 ans plus de retard que les années précédentes. Donc aujourd'hui, oui, il y a besoin que les écolos se fassent entendre parce qu'il y a des politiques à reprendre, complètement. Combien comptent de militants aujourd'hui les ELV, les Verts ? Alors, moi, c'est un chiffre, je vais vous le donner, il n'y a aucun souci, je vais vous le donner, mais c'est toujours un chiffre qui est toujours compliqué parce que pour des gens, pour la plupart des gens, ça veut dire quelque chose. Moi, je vais vous dire, approximativement, il y a 30 adhérents à jour, soit 4 à 5 fois moins que ce qu'il y en avait il y a 4 ans. Ça s'explique, Ça s'explique parce que d'abord, c'est vrai qu'au niveau français, on a à peu près 3 fois moins de militants, autant pour moi, d'adhérents, parce qu'on a aussi des militants qui ne sont pas adhérents. C'est pour ça que c'est souvent un peu compliqué. Et puis on a chez les Verts, alors quelque chose qui est totalement différent des autres partis politiques, c'est qu'on a une proportion d'adhérents très très faible par rapport à notre nombre d'électeurs. On n'est pas un parti de masse, on n'a pas vocation à l'être, et c'est pas du tout l'enjeu. Donc si vous voulez, il n'y a pas de souci sur le nombre, et je ne doute pas qu'avec des élections locales, on va pouvoir, de toute façon, l'important, c'est que les gens puissent participer, qu'ils adhèrent ou pas. Bon, dans les années 2000, on vous a beaucoup reproché d'être un parti communautariste à Montpellier. À Montpellier, précisément, oui. Surtout à Montpellier. Oui, uniquement à Montpellier. À Montpellier et Marseille. Marseille aussi. Oui, à Marseille aussi. C'est bizarre, donc, 2 villes du Sud.
Donc, il y a eu cet entrisme là des Marocains qui ont pris presque le contrôle du parti. Qui l'ont pris. Ça a abouti en 2014 à cet accord avec le Parti Socialiste, qui était un non-sens absolu. Moi, je faisais partie de ceux qui étaient absolument contre, qui a abouti à ça, oui. Et aujourd'hui, là, vous en êtes où par rapport à cette situation? Aujourd'hui, je pense que c'est pour ça qu'il y a justement un enjeu. C'est peut-être aussi pour ça que vous pensez nous voir sortir du bois. C'est qu'en l'occurrence, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Tout ce qui s'est passé est terminé derrière nous. On n'a plus les noms que vous pourriez prononcer, dont certains ont pu être élus à certains moments. On va les prononcer, nous. Moi, non, mais vous pouvez le faire. Et en l'occurrence, ils sont plus là. Ils sont plus là, et je pense qu'aujourd'hui, il y a des écolos sincères qui ont envie de faire des choses. Il y a des gens qui nous rejoignent. Alors, ils adhèrent pas forcément, en prenant la carte, participent aux réunions. Ils apportent des choses, et il y a un vrai besoin, et on le ressent. En tout cas, c'est dans un climat apaisé, avec des gens intelligents qui ont envie de faire des choses. Bon, revenons sur l'actualité. En 2014, enfin l'actualité un peu éloignée, en 2014, vous étiez allié avec Jean-Pierre Moore, dont le programme phare était la gare de la Maugère. Depuis, vous êtes des irréductibles opposants à ce projet. Vous êtes ce passage du pragmatisme au dogmatisme. Alors moi, je suis super à l'aise par rapport à ça, parce que je fais partie des gens qui n'ont pas fait campagne d'ailleurs, et qui étaient absolument contre cet accord, parce qu'il était contre nature. Et il explique aussi aujourd'hui pourquoi le maire actuel a été élu. Donc oui, c'était un accord qui n'avait pas lieu d'être. On ne fait pas d'accord, et quand je vous disais que nos électeurs sont intelligents, nos électeurs, ils ne se sont pas laissés duper. C'est évident que des électeurs écologistes qui veulent de la qualité de vie... C'est qui avait fait l'accord à l'époque? L'accord, il a été fait avec les personnes dont vous citaez tout à l'heure, et c'est des questions d'entrisme. Ah non, pardon. Je les ai entendus, alors. Je les ai entendus. Vous avez cru les entendre? J'ai cru les entendre. Voilà. Mais voilà, moi j'ai fait partie de ceux qui n'ont pas fait campagne. Vous savez, dans un parti politique, c'est simple. On n'est pas obligé de respecter le choix de la majorité. Par contre, on ne peut pas aller contre, si on veut rester dans le mouvement, ce qui est logique. On appelle ça l'objection de conscience. À ce moment-là, moi j'ai exercé mon objection de conscience, j'ai dit que je n'étais pas d'accord et que je refusais de participer à une seule chose. Moi, c'était contre mes convictions et contre mes valeurs. À un moment donné, on ne peut pas faire campagne, parce que vous citez la gare de la Maugère, mais moi je peux vous citer 10 points où il y a eu un retour complet sur les engagements qui ont été pris. Vous parlez de... La régie publique de l'eau, à l'époque Jean-Pierre Moore n'en voulait même pas. Parler du parc Montcalm, parler du tramway. Par exemple, vous êtes pour la régie publique de l'eau. Absolument. Mais c'était pas dans les propositions de Jean-Pierre Moore. Voilà. Donc ça a été fait. Ça a été fait par Philippe Sorel. Voilà. Donc, ce qui s'est passé en 2014, je vous la fais court, c'est que cet accord qui a eu malheureux de ELV avec Jean-Pierre Moore a abouti à l'élection de Philippe Sorel. C'est très très simple à comprendre. Comme je vous disais, nos électeurs, ils sont intelligents. Donc quand ils ont vu que les propositions des écologistes étaient reprises par Philippe Sorel, ils ont voté pour Philippe Sorel. Vous estimez à combien les écologistes sincères et plus ou moins militants, mais sincères, qui ont voté pour Philippe Sorel et qui ont pas voté pour Moore, justement à cause de ça? 95% de nos électeurs, soit 13 à 14% des électeurs montpelliérains. Et donc aujourd'hui, vous êtes très critique envers Philippe Sorel. Mais attendez, moi je comprends nos électeurs, moi je vais vous dire très franchement, je n'ai pas de langue de bois, moi j'ai failli voter Philippe Sorel. J'ai failli voter Philippe Sorel, parce qu'à un moment donné... Et finalement, vous avez voté pour qui? Moi, dans le scrutin de l'Orne, je vais vous dire, parce que je suis quelqu'un de loyal et que même si le choix de mon parti n'était pas le cas, j'ai quand même voté pour la liste sur laquelle figurait un certain nombre d'écologistes, même si je n'étais pas d'accord avec la stratégie. Je l'ai fait à titre personnel, dans le secret de l'urne, et en l'occurrence, je n'ai pas fait campagne pour cette liste. Et j'ai compris tous mes amis qui ont voté Philippe Sorel. Je l'ai compris parce que je ne connais pas un électeur montpelliérain, à part peut-être ceux qui étaient sur la liste, qui a voté pour cette liste. Parce que ça n'avait pas de sens à l'époque. Quelle différence y a-t-il entre la politique écologique de Philippe Sorel et celle de Carole Delga? Alors, je pense qu'il y a deux choses. Non, mais il y a deux choses. Parce que vous me prenez comme ça. Je pense que d'abord, d'un côté, il y a des convictions, du côté de Carole Delga, et là, vous ne me prendrez pas sur le concept béni oui ou discipline de groupe parce qu'on a un accord ou pas. Je crois qu'il y a réellement des convictions, puis surtout, il y a des actes. La région, aujourd'hui, je peux vous assurer que vous me poserez la question, je vous réponds d'avance, à quoi ça sert d'avoir des élus écolos? Ça sert à changer les politiques. Et on a deux vice-présidents, dont une, Agnès Langevin, qui est de Perpignan, qui est vice-présidente en charge de nombreuses questions sur l'environnement, sur la biodiversité, sur le traitement des déchets, sur tout un tas de choses. Et le projet, c'est de devenir la première région à énergie positive. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Vous me demandez la différence. À Montpellier, si vous trouvez un soupçon d'écologie, à part dans la littérature du service de presse de la métropole et de la mairie, je suis tout oui. Mais moi, je n'en ai pas vu. Vos actions coup de poing, là, parce que de plus en plus, vous faites des actions coup de poing, elles ont une vertu pédagogique ou c'est mis en place uniquement pour faire du buzz? Non, c'est vraiment de la pédagogie. Moi, je peux vous assurer qu'à un moment donné, il faut montrer aux gens,
il faut faire comprendre les choses. Alors nous, ce qu'on aime bien, c'est aussi les faire C'est la façon pédagogie conviviale. pour faire du buzz. Non, c'est avant tout pour se faire comprendre. Quand on vous parle de gare fantôme, bah oui, nous on y a mis des fantômes, on a passé la musique de Ghostbusters. Il y a un petit côté sympa et convivial, mais il y a surtout un message. Cette gare est une gare fantôme. Et moi, je préfère illustrer une gare fantôme avec des fantômes plutôt que juste passer son temps à le dire. Oui, on l'a illustré. Et oui, c'est de la pédagogie, mais je pense qu'à un moment donné, la politique, aussi avec la presse, les réseaux sociaux, ça doit passer par des images. Et ces images, ben, ça passe mieux quand vous mettez des fantômes que quand vous en parlez. Et en plus, ça a été drôle la Corée, je ne sais pas si vous l'avez vu. Non, je ne l'ai pas vu. Alors regardez là, c'est marrant. Vous étiez allé au PS en 2014, à la France Insoumise en 2015. Quels sont aujourd'hui vos partenaires privilégiés? Alors attendez, la France Insoumise en 2015, il faut que je suive. Oui, alors donc il y a eu un accord avec les Verts en 2014 pour les municipales avec Jean-Pierre Moore. Et alors non, pour les cantonales, il y a eu, alors sur les cantonales, ça dépendait des cantons. Il y a eu un canton sur le canton de Montpellier 2 où effectivement on avait un binôme, parce que vous savez, la loi a changé, c'est des binômes, il y a un homme, une femme en titulaire et 2 suppléants. Et donc on avait un accord avec la France Insoumise. Et puis sur plein de cantons, dont celui sur lequel je me présentais avec Coralie Mention sur le 3e, on était en autonomie élevée. Il y a eu à un moment donné, des accointances entre des candidats et des tentatives. Nous, ça n'a pas été facile de savoir quelles étaient les meilleures choses à faire pour représenter les électeurs. Est-ce qu'on pourrait imaginer que les écologistes fassent alliance avec La République En Marche? Alors, vous me posez la question à Montpellier ou de façon générale? De façon générale, je vous réponds non tout de suite. Ça, c'est clair. À Montpellier. À Montpellier, moi, là, sur le coup, je vous avoue que je suis dubitatif. Alors, peut-être que vous pourriez me citer des noms, parce que là, aujourd'hui, on ne sait pas très bien qui c'est. En fait, je crois que le cas de figure ne se pose pas. Maintenant, s'il se posait, je veux dire, ça serait peut-être plus avec des personnes sur des projets qu'on pourrait discuter. Moi, je ne vois pas le cas de figure se proposer, là. Après avoir conquis la 2e circonscription législative, la France Insoumise peut-elle continuer dans sa lancée et conquérir Montpellier en 2020? Alors, il y a plusieurs choses. Je trouve que la France Insoumise et le score de Jean-Luc Mélenchon, principalement au présidentiel, c'est celui-là qui est le plus important, aux alentours de 30%, c'est un des meilleurs scores en France, est impressionnant. Il montre quand même un certain choix des électeurs. Je pense qu'effectivement, la France Insoumise, même si elle rencontre des difficultés au niveau de l'adhésion populaire, on va dire, parce que les dernières actions n'ont pas forcément été à la hauteur de leurs espérances, on regarde aussi que les scores électoraux et les prévisions pour les européennes et les différentes élections ne sont pas au même niveau, donc ça ne sera pas la même chose. Je pense qu'ils ont raison, ils sont légitimes dans tous les cas pour faire valoir leurs propositions, ça, il n'y a pas de souci. Après, maintenant, il faudra se poser la question pour les prochaines municipales de savoir ce que chacun veut. C'est-à-dire, à un moment donné, est-ce que chacun veut faire un score pour se compter? Pourquoi pas? Ou est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas une volonté d'essayer de changer la donne et de renverser la table pour faire quelque chose avec les autres et pour s'ouvrir? Parce que vous savez, on est dans des élections locales, on n'est pas sur des dogmes nationaux où il y a besoin d'avoir la balle du chef. Alors revenons aux européennes. Les européennes à Montpellier, c'est vraiment... les écologistes ont toujours des très bons scores. Excellent, oui. 17% en 2014, 23% en 2009, 13% en 2004... Vous sortez toujours dans le trio de tête, toujours. Alors qu'aux élections municipales, vous êtes à la ramasse. Alors, moi, je ne croirais pas qu'aux élections municipales, vous êtes à la ramasse. Parce que toutes les autres élections. Non, je vous assure. Sur les élections régionales, c'est pas vrai. Sur les élections municipales, c'est pas vrai. Sur les élections cantonales, c'est pas vrai. Non, mais enfin, vous n'avez pas des scores aussi flamboyants. Il y a systématiquement des scores à 2 chiffres. Que ce soit sur les régionales intramuros Montpellier. Enfin, en 2009, vous aviez 23%. C'est 24% presque. C'est les européennes. Et voilà. C'était l'élection. Donc, votre objectif, c'est les européennes là, pour refaire la cerise. C'est le premier. Alors, vous savez, se refaire la cerise, c'est un meilleur mot. En tout cas, pour à un moment donné, quand on raccroche les morceaux avec nos électeurs, oui, les européennes qui ont lieu l'année prochaine vont nous permettre de raccrocher les wagons. Là, on est en train de finaliser la liste et on part en campagne dès septembre. Et je peux vous assurer qu'on le voit déjà au niveau des sondages, il y a une attente, mais là aussi, il y aura un score à 2 chiffres. Est-ce qu'on peut imaginer que pour les municipales, il y aura une liste autonome verte? Alors je vous répondrai, si jamais l'équipe sortante, on va faire de la politique fiction, si jamais l'équipe sortante décidait pour une raison ou pour une autre de démissionner et que le préfet convoquait des élections en septembre, je peux vous assurer que nous serions en capacité de mettre en place une liste autonome écologiste pour septembre si elle devait avoir lieu. Même si je le souhaiterais, en l'occurrence, je crois que ça ne soit pas le cas, donc on va plutôt miser sur 2020, a priori sur la date des élections normales. Et si il y a 2020, oui, les écologistes, et quand je vous parle des écologistes, c'est les écologistes en rassemblement. Il ne s'agit pas d'une liste Europe Écologie Les Verts, il s'agit d'une liste de l'ensemble des écologistes, mais plus loin, des associations. On va essayer de mettre en place, quoi qu'il arrive, on aura d'abord un débat, parce que c'est une question de méthode, de savoir comment on fait, comment on s'y prend,
pour faire en sorte. On va d'abord avoir un débat sur le projet et comment on va pouvoir faire sortir des innovations, des idées et des personnes qui viennent du secteur associatif, qui viennent du secteur de l'entreprise et d'autres endroits. Et après, il conviendra ensemble, mais dans le cadre d'un débat, je veux dire aujourd'hui, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, il y a d'abord des projets, et ensuite de débattre avec peut-être d'autres organisations, peut-être, et de trancher ensuite si c'est la bonne option. Moi je vous dis, la question d'une élection, c'est toujours qu'est-ce qu'on se fixe comme objectif. Et nous, ce qui va se poser comme objectif en termes de municipal, eh bien, c'est de changer l'équipe actuelle. Pour changer l'équipe actuelle, il faut mettre des moyens. Et à ce moment-là, il faudra se poser des questions de comment on fait. Qui sera votre tête de liste? Jean-Louis Romégas, Christian Dupras, vous? Alors, plusieurs choses. On est loin de la chose. Il y a des gens qui sont candidats aujourd'hui. Moi, je peux vous dire que je fais partie des gens qui seront candidats à cette élection, pour ce qui concerne les écologistes. Et on verra dans le cadre du périmètre d'élargissement qu'on verra, avec lequel on peut discuter. Moi, j'en fais partie. Je connais aujourd'hui pas d'autres candidats, mais c'est pas aujourd'hui l'enjeu, et c'est surtout pas le calendrier. Je veux dire, moi je vous réponds parce que vous me posez la question, mais aujourd'hui on n'en a pas discuté entre nous, j'en ferai partie, peut-être d'autres, on aura l'occasion de fixer des cadres et des débats pour savoir comment on fait pour trouver les meilleures personnes pour incarner un changement pour Montpellier, un changement au niveau des écolos, un changement au niveau de la ville, et puis pour être crédible, parce que si vous allez à une élection, c'est quand même pour être crédible. Quelles sont vos relations avec Mahfoud Ben Ali, qui est passé donc chez les Verts, qui est passé au PS et qui maintenant est en marche? Ah, il est en marche en ce moment. Je n'ai pas suivi. Alors, je suis. Il est en marche depuis au moins 2 ans. D'accord, je le suis sur Facebook, mais j'avoue que il fait beaucoup de photos, donc je regarde les photos, mais matchs de foot, tout ça, mais je n'avais pas capté totalement. C'est sur Facebook, on regarde beaucoup les images. C'est pour ça qu'on met beaucoup d'images. Hein, il met quand même beaucoup de photos dans des groupes en marche. Ah, toujours, mais aussi beaucoup avec du football. Donc, mais alors, oui, bon, il est en marche. De toute façon, c'est pas très étonnant non plus. Non, moi, j'ai plus aucun rapport avec Mahfoud Ben Ali. Non. D'accord. Et notre ami Majdoul, là, qui aussi a rejoint En Marche. Oui, lui, j'avais su, parce qu'il a rejoint, il a rejoint plus exactement Philippe Sorel. En Marche, je ne sais pas, parce que c'est toujours très compliqué, on ne sait pas qui est en marche, qui n'est pas en marche. Enfin, en tout cas, il a rejoint Philippe Sorel et sa majorité. Ouais. Je crois, l'avant-veille du premier tour des régionales. Donc, c'était dans la presse, on l'a appris. De toute façon, ça faisait, je pense, à peu près 1 an depuis les municipales qui ne parlait plus à personne et qui ne. Donc, voilà. On l'a appris. On est bien content, je vous dis, franchement, qu'il puisse faire ce qu'il veut à titre personnel. Moi, je respecte toutes les ambitions de chacun. En tout cas, il est plus chez les écolos et ça nous a permis d'avancer. Donc, la question langue de paye. Donc, vu le nombre d'adhérents que vous avez cité, la 30, vous faites des réunions qui peuvent tenir dans des cabines téléphoniques. Ça c'est le truc du PRG. Ça existe toujours, cette phrase? Mais aujourd'hui, il n'y a plus de cabines téléphoniques. Non, c'est fermé. On fait des conférences téléphoniques sur smartphone. Hein. C'est encore plus simple. Hein. Bon, rassure. Bon, mais c'est très bien. En plus, on adore les conférences téléphoniques, donc c'est parfait. Bon, on va terminer par la question chapeau. Allez-y. Alors, j'ai toujours voulu savoir, parce que je regarde vos émissions, s'il y en avait 18 ou une seule. Ah non, il y en a 2 quand même. Ouais. On ne sait jamais si c'est les 2 mêmes ou pas, quoi. Non, on ne sait pas. C'est moi qui sais. C'est ça. Donnez-nous 3 raisons de rejoindre les Verts à l'heure où tous les partis font de l'écologie. Il faut que je réponde d'entrée, j'ai même pas droit à une explication, quoi. Non, 3 raisons. Mais enfin, la dernière fois, on a demandé 3 raisons et on a eu droit à un discours qui faisait 2 minutes. Ah oui, bon, ça va. Non, mais 3 raisons, 3 mots. 3 raisons 3 mots? Oui, non, 3 mots. Vous poussez 3 mots. 3 phrases alors. Ouais, 3 phrases, ça sera quand même mieux. D'abord, l'écologie, c'est le sens de l'histoire. Oui, mais c'est le sens de l'histoire. Ah bah voilà, j'ai droit à plus de 3 mots, alors attendez, il faut que je sois concis dans l'histoire. Non, c'est réellement le sens de l'histoire, c'est la façon dont on va pouvoir, pas seulement préserver la biodiversité, mais préserver l'être humain. C'est à un moment donné, la seule façon qu'on va pouvoir se sortir nous-mêmes de la situation dans laquelle l'humanité s'est mise. Donc oui, c'est la vraie raison. Après, vous aurez des raisons moins substantielles comme rejoindre les écologistes à Montpellier, même parce qu'on va changer les pratiques et les politiques publiques à Montpellier. Ça vous en fait 2. L'écologie de M. Hulot et l'écologie de M. Reynaud. Ouais. Ah bon, moi, il se trouve que je suis un grand admirateur de Nicolas Hulot, donc il n'y a pas de souci. Après, c'est sur des aspects qui relèvent, c'est pas l'écologie qui est en jeu, c'est la façon dont on arrive à la faire exister et à la faire passer dans les politiques publiques. Aujourd'hui, Nicolas Hulot, il est coincé dans un gouvernement. Il y a des parallèles qui sont intéressants. Il a un vieux logiciel, vous savez, un truc genre un PC 95, Windows 95. Non. Et lui, il fonctionne avec une appli pour iPhone X. Sauf que le problème, c'est que ça ne matche pas le truc. Et donc, à un moment donné, il se retrouve dans un endroit où il s'est auto-piégé.
Donc nous, on fait partie, il y a beaucoup d'écolos qui font partie des gens qui soutiennent Nicolas Hulot, parce que sur le fond, on poursuit les mêmes objectifs. La difficulté, c'est qu'ils n'y arrivent pas. Non, mais que ce soit avec Macron, avec Hollande ou avec Sarkozy, il y avait des bonnes volontés, mais il y a la réalité. Il y a le logiciel qui marche pas, c'est pas une réalité, c'est un logiciel. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses qui sont culturelles. Je vous donne un exemple, qui est vraiment un exemple montpelliérain, pour le coup. Vous savez pourquoi il y a beaucoup de la ville, elle n'a jamais changé sous les années fraîches et ainsi de suite? Parce que la mairie, elle était au centre-ville, que les voitures de fonction, elles étaient garées en centre-ville, les voitures de fonction, mais aussi les voitures des salariés, et tout le monde venait au centre-ville en bagnole. Et les gens voyaient la ville par la bagnole. Et ça, c'est culturel. C'est même pas une question de lobby, c'est même pas une question d'économie. Il y a des lobbies, il y a des problèmes économiques, mais ce prisme-là, il n'est pas suffisant. Il y a un système culturel qui fait qu'on est productiviste, qu'on veut de la bagnole, et tout ça. Mais tout ça, ça se change, mais il faut avoir la volonté de le changer pour pouvoir y arriver. Très bien. Eh bien, je vous remercie. Ben, je vous en prie. On vous attend bientôt. Moi, je roule à vélo déjà. Hein. Oui, non. En scooter. En scooter et à vélo. À vélo aussi. Ouais. Ah, moi, je trouve que le vélo...